On va maintenant voir une autre sorte de relation, les relations de variation inverse. Vous allez voir, elles se comportent différemment des relations de variation partielle qu'on a vues précédemment. Voici un exemple de situation de variation inverse. Voyez-vous, je voudrais organiser avec vous un voyage scolaire à Toronto. Le coût de la location de l'autobus est de 4 200 $ et ce coût sera distribué équitablement entre tous les élèves qui participeront au voyage. Alors, selon vous, s'il y a un seul élève qui participe au voyage, combien est-ce que ça va lui coûter pour payer l'autobus? S'il y a 2 élèves qui participent au voyage, ça fait vraiment pas beaucoup de monde dans l'autobus, hein? S'il y a, supposons, 20 élèves qui participent au voyage, puis franchement, je devrais être bonne pour partir avec une quarantaine d'élèves, ça reviendrait à combien par élève? Est-ce que vous comprenez que cette situation-là est vraiment différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent? Par exemple, est-ce que ça se pourrait que j'ai une valeur initiale? S'il n'y a aucun élève qui va à Toronto, combien ça va coûter par élève pour l'autobus? Hein? Ça n'a pas rapport. Puis supposons que je m'intéresse à 41 élèves. Est-ce que vous remarquez que la diminution de coût pour un seul élève, quand j'en ai plusieurs, c'est vraiment pas la même chose que la diminution de coût pour un seul élève quand j'ai pas beaucoup d'élèves? Ici, le Y diminue de 2100 $, alors qu'ici, il diminue même pas de 5 piastres. Hein, c'est pas une variation qui est régulière, ça. Puis une autre chose qui est différente, c'est que si je multiplie ensemble le X et le Y, si je multiplie ensemble le X et le Y, ça me donne toujours la même chose. Et ça faisait pas ça avant. Alors, pour ces 3 raisons-là, premièrement, c'est impossible d'avoir une valeur initiale. Deuxièmement, ma variation n'est pas régulière. Et finalement, quand je multiplie le X et le Y ensemble, ça me donne toujours la même chose. C'est les 3 indices qui me disent que j'ai une table de valeurs de variation inverse. Maintenant, la règle ne s'écrira plus Y égale AX plus B. Non, non, non. Ça ici, ce serait une variation indirecte. Non, non. Maintenant, la règle va s'écrire Y est égal à A sur X. Puis dans ce cas-là, je pense que vous allez comprendre si je vous dis que pour trouver mon Y, pour trouver le coût, bien, il suffit de faire 4200 divisé par le nombre d'élèves. Donc, Y égale à 4200 sur X. Le but, ce ne sera pas de trouver la règle ici. Le but, ça va être de dire « Oh, ça ici, c'est une règle de variation inverse. » Juste de reconnaître. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemblerait un graphique de variation inverse. Remarquez que j'ai bien nommé mes 2 axes. J'ai pensé à mon titre. Et remarquez les bons. Les bons de mon X sont réguliers. Les bons de mon Y sont aussi réguliers, toujours en partant de l'origine. Je vais essayer de placer le plus précisément possible les points de ma table de valeurs. 1, 4200, 2, 2100, 20, 210, 40, 105, 41, 102. Si je relie les points, ça ne me donne vraiment pas une ligne droite, comme pour une variation inverse. Ça me donne plutôt une courbe. Et une courbe qui ne touchera jamais à l'axe des Y. Effectivement, ça se peut pas que mon nombre d'élèves soit à 0, donc ça se pourrait pas que ma droite vienne toucher l'axe des Y.
Et ça se pourrait pas que même si j'ai beaucoup d'élèves, ça vienne à coûter 0 sous. Donc, ça ne touchera jamais à l'axe des X. Ce phénomène-là, ça s'appelle les asymptotes. Ça veut tout simplement dire que ça n'arrivera jamais à 0, même si ça se rapproche beaucoup. Et, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, votre défi, ça va être de reconnaître un graphique de variation inverse. Alors, si vous voyez une courbe qui ne touche jamais ni à l'axe des Y ni à l'axe des X, ben vous pourrez dire « Ah ah, ça c'est une variation inverse ».